Quand on parle d'insuffisance, c'est-à-dire une incapacité à remplir une fonction donnée. Donc, chaque organe a une fonction. Elle n'est jamais là par hasard. Aujourd'hui, c'est le rein. Le rein a une fonction et sa fonction principale, c'est la fonction filtre. Tout ce que nous prenons et l'évacue à travers les urines. Donc, cette fonction filtre, quand elle n'est pas correctement mise en place par le rein lui-même, quand le rein devient incapable d'assurer cette fonction, c'est ça qu'on appelle une insuffisance rénale. Il y a deux niveaux d'insuffisance rénale, deux types, disons, d'insuffisance rénale. Il y a une insuffisance rénale aiguë et une insuffisance rénale chronique. C'est quoi la différence entre les deux? Eh bien, l'insuffisance rénale aiguë, on l'appelle fonctionnelle, c'est-à-dire que ce n'est que la fonction du rein qui est plus ou moins altérée. Et à ce stade, c'est réversible. Si quelqu'un ne boit pas de l'eau pendant une journée, 2 journées comme ça, il ne va pas uriner. Il peut, voilà, la diarrhée par exemple, la diarrhée c'est le gros facteur, voilà le meilleur exemple. La diarrhée c'est un gros facteur, la diarrhée ou les vomissements c'est un gros facteur d'insuffisance rénale aiguë. C'est-à-dire que vous perdez du liquide autrement, le rein n'a pas de la matière pour travailler. Il devient insuffisant. Donc, il n'élimine pas suffisamment. Mais si on apporte de l'eau à la personne, le rein va repartir. Il va travailler, continuer à exercer sa fonction de filtre. Les reins vont commencer progressivement à se détruire. Une fois que ça se détruit, l'insuffisance rénale devient chronique. À ce niveau-là, même si on redonne de l'eau, ce qui avait déjà été esquinté ne se répare plus. Et l'insuffisance rénale passe de la phase aiguë à la phase chronique. Et quand la phase chronique est assez avancée, malheureusement, il faut des dialyses. C'est-à-dire que le rein n'est plus suffisamment équipé pour exercer sa fonction de filtre dans l'organisme. Et quand le rein n'exerce pas sa fonction de filtre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on s'auto-empoisonne, c'est-à-dire que tous les déchets que le rein allait évacuer restent dans l'organisme, donc on peut mourir de ça. Pour éviter ceci, il faut donc utiliser un rein artificiel. Et le rein artificiel, connu au jour d'aujourd'hui, le meilleur, ça s'appelle la dialyse. Il exerce la fonction rénale, mais à l'extérieur de l'organisme. Le sang qui passe par le rein et ressort par les gros vaisseaux qui sont prises souvent soit au niveau de l'aine ou au niveau des gros vaisseaux à la base du cou, ou alors à partir de la fistule qu'on fait chez les insuffisances rénales et les insuffisances rénales chroniques, il passe à travers une machine de dialyse, on appelle le dialyseur, et là, le dialyseur fait la fonction que le rein aurait pu faire dans l'organisme, et par une autre voie, renvoie le même sang qui rentre maintenant dans l'organisme, un sang plus pur, un sang qui est débarrassé de tous les déchets. Les causes de cette fonction, de cette insuffisance sont nombreuses. La première cause, je viens de vous le dire, la cause, ça peut être une insuffisance rénale aiguë qui se transforme en insuffisance rénale chronique parce que l'insuffisance rénale aiguë a trop duré et que le rein a pris un coup. Ça peut être une autre maladie rénale, un cancer du rein, c'est-à-dire que là, c'est le rein lui-même qui est atteint ou une infection du rein lui-même, ou même une infection urinaire, ou même toute infection, une septicémie par exemple, une anémie chronique, une anémie peut entraîner une insuffisance rénale. Donc, les autres causes, c'est celle-là. Et il y a aussi des causes auto-immunes, c'est-à-dire qu'il y a des maladies comme ça, où le rein lui-même s'autodétruit. On ne sait pas trop pourquoi, mais le rein est s'autodétruit chez certaines personnes comme ça. Dieu merci que ce n'est pas les cas qu'on voit le plus souvent.
le rein s'autodétruit progressivement, on fait une transplantation rénale. C'est la seule solution. En ce moment-là, c'est une transplantation rénale. Il y a aussi des gens, toujours dans les insuffisance rénale, qui sont nés comme ça, nés avec un seul rein. Parce que tous les organes qui sont doubles dans l'organisme, on les appelle des organes pairs, c'est-à-dire comme les yeux, comme les reins, comme quoi d'autre, les membres, comme les poumons, c'est des organes pairs. Quand un ne marche pas, l'autre peut prendre le relais. Mais il y a des gens qui naissent avec un rein. Mais quand on n'en a qu'un seul, dès que celui-ci est malheureusement atteint, c'est terminé. Ou on décède, parce qu'on n'élimine pas tous les déchets, ou alors il faut le transplanter rapidement. Est-ce que c'est recommandé de boire son urine? Il y en a qui sont convaincus qu'il faut boire de l'urine, mais en ma qualité de médecin, bon, je n'ai pas d'expérience sur ça, d'une part, et d'autre part, je ne peux pas le conseiller. Parce que je considère que ce sont des déchets. À partir du moment où c'est des déchets, ce n'est pas possible que je conseille à quelqu'un de le boire. Mais dit-on qu'il y a des gens qui l'ont bu et qui seraient bien portants parce que pour telle ou telle raison et tout. J'avoue que moi-même, je n'y crois pas, mais ça s'appelle l'urinothérapie. J'en ai entendu parler, mais je ne regarde pas trop de ce côté-là parce que plutôt que de les emmener dans une direction que moi-même, je ne connais pas. La direction, celle que je connais, c'est celle que je conseille. De là où je connais mal, de toute façon, c'est ça la médecine. Hein. Si tu n'es pas très outillé quelque part, mieux vaut confier à un collègue qui connaît mieux la chose que toi. Quand il y a un obstacle sur le chemin, le rein envoie, l'urine ne part pas ou ne part pas correctement. Le rein envoie, il ne part pas correctement et cette urine va stagner d'abord dans la vessie, ensuite au niveau des voies urinaires hautes, les voies urinaires hautes, c'est-à-dire les urétères plus haut et le bassinet. À partir du moment où le rein se devient engorgé. Donc, quand je parle d'obstacle, c'est parce que nous, les hommes, nous avons un obstacle qu'on appelle la prostate, qui, à un certain âge, grossit ou peut devenir cancéreux ou pas, mais en tout cas, quel que soit, ça grossit. Et comme dans le trajet de l'urètre, il y a un moment où l'urètre passe à travers la prostate, tout grossissement de la prostate rétrécit le passage de l'urine. Et quand le passage de l'urine est rétréci, il y a obstacle. Et cet obstacle fait que, malheureusement, l'urine que le rein envoie ne part pas. Et quand ça ne part pas, il y aura un moment où le rein ne pourra plus continuer. C'est un peu devant les hommes simplement à cause de cette différence-là. Sinon, en dehors de cette différence, nous avons à peu près le même pourcentage. Avant un certain âge, c'est le même pourcentage. C'est-à-dire quand les prostates sont bien, quand il n'y a pas de problème, c'est plus tard que les hommes sont plus atteints. Est-ce que le diabète directement provoque l'insuffisance rénale? Oui, toutes les pathologies chroniques, à savoir l'hypertension artérielle, le diabète, surtout les deux, l'hypertension et le diabète, tout diabète, que ce soit le diabète insulinodépendant ou non insulinodépendant, est un facteur d'insuffisance rénale quand il n'est pas bien suivi ou bien traité ou quand il est grave ou quand il est déséquilibré. Quand effectivement quelqu'un prend un traitement qui marche, il a tendance à conseiller ça à tout le monde. On n'a pas les mêmes pathologies, mais le médicament peut être contre-indiqué chez la personne parce qu'il a une pathologie autre que peut-être lui-même il ne sait pas. En ce qui concerne le traitement de l'insuffisance rénale, est-ce que ça fonctionne vraiment la médecine traditionnelle? Pour les insuffisances rénales, la réponse est non. J'ai appris qu'il y a des gens qui auraient été satisfaits pour les oreillons, par exemple, pour d'autres pathologies, plein d'autres pathologies, hein,
même certaines maladies vénériennes, donc que ça se soigne, les, les bronchites, ça se soigne traditionnellement, semble-t-il. Mais en cas d'insuffisance rénale, si ce n'est pas l'aggraver, je ne vois pas trop ce que ça peut faire. Nous avons une grosse pharmacopée traditionnelle chez nous. Ça, il n'y a pas de problème. Dans les pays africains, dans nos forêts, on peut tout trouver. Pour se faire soigner d'ailleurs, nos arrière-grands-parents, c'est ce qu'ils faisaient. Sauf que la différence, il y a probablement dedans ce que nous appelons, nous, en termes de médecine, un principe actif, la molécule qui traite. Très probablement, ça existe. Mais sauf que, à partir du moment où la feuille n'est pas purifiée, c'est-à-dire que vous mangez tout, vous prenez tout, même ce qui n'est pas bien dans la feuille. Donc, et le principe actif, donc ce qui aurait pu vous traiter, et ce qui peut nuire à votre santé. Nous ne savons pas encore, ou très peu, juste extraire le principe actif pour traiter telle ou telle chose. Parce que dans une feuille ou dans une racine, il y a plusieurs autres principes. Il n'y a pas que le principe actif. Une racine, par exemple, qui traite, disons, la toux. Mais ça ne traite pas seulement la toux. Il y a quelque chose là-dedans qui traite la toux, mais il y a autre chose qui peut-être peut donner une allergie. Or, la médecine classique essaye de purifier tout ça. J'ai beaucoup aimé le côté préventif avant le côté curatif. Vous savez, en matière de santé, la partie curative, en réalité, ne représente que 15 à 20%. Mais c'est cette partie curative qui consomme près de 70% du budget de la santé. Oui. La partie préventive qui devait constituer le gros des dépenses de santé est ramenée à sa portion congrue. C'est dommage, mais la médecine curative prend beaucoup d'argent, mais ne représente que 15%. Maintenant, si on pouvait mettre cet argent-là dans la prévention, je pense qu'on se porterait beaucoup mieux sur Terre. Et moi, je suis anesthésiste réanimateur, donc c'est ma spécialité. Merci.